Je m'appelle Adrienne, je suis la CEO de Eva. Eva, c'est une plateforme de gestion de vie. On a créé ça pour aider les gens à mieux gérer leur vie, leur quotidien. C'est vraiment pour les gens, donc les rendez-vous chez les médecins, les activités parascolaires des enfants, les plans de voyage, les listes d'épicerie, et donc de façon intelligente. Donc ça peut te dire, t'as l'anniversaire de ta grand-mère qui vient la semaine prochaine, est-ce qu'il faudrait que tu lui achètes une carte, un cadeau, quelque chose? Est-ce que tu organises une fête? Est-ce que je peux t'aider avec ça? Donc mon parcours à moi, c'est en leadership opérationnel. Donc j'ai fait des rôles où je gérais les entreprises à l'interne, tout ce qui est ressources, technologie et tout ça. Et pendant la pandémie, je me suis acheté ma première maison et j'ai été tout de suite confrontée à toutes les données que j'avais, toutes les informations, les cartes d'affaires, les manuels, tous les petits trucs qui ont un rapport à gérer une maison. Et je me suis demandé tout simplement pourquoi j'ai des logiciels au travail qui valent des centaines de milliers de dollars et à la maison, quand j'ai demandé à d'autres propriétaires, ils m'ont dit « achète un classeur ». Ça n'a pas d'allure. J'ai trouvé que ça n'avait pas d'allure. Fait qu'on a commencé à créer Eva. Donc, c'est vraiment une plateforme puissante. On s'est inspiré des outils qu'on a au travail, CRM, ERP, gestion de projet, et on a créé quelque chose qui est pour la vie de tous les jours. Bonjour, je suis David Bordelot, je suis le chef des technologies et des produits de Egeria et de sa nouvelle division IDEM. Puis ça fait juste 4 mois que je viens de joindre la compagnie. Je m'occupais avant Egeria, j'ai lancé ma propre compagnie en intelligence artificielle qui s'appelle Heyday, que j'ai quitté il y a 1 an, mais Heyday vit maintenant de ses propres ailes. Egeria, ça existe déjà depuis 2017. Au départ, Egeria, c'était un one-stop shop, donc une seule boutique qui permettait les résidences des personnes âgées puis les familles vivant avec des personnes qui ont l'Alzheimer, de trouver facilement les meilleurs produits dans le monde pour faciliter leur vie. Donc, des casse-têtes adaptés aux personnes âgées avec l'Alzheimer, des télécommandes simplifiées, des toutous d'affection. Donc, une panoplie de produits technologiques et non technologiques pour faciliter la vie des personnes âgées qui ont des problèmes de perte cognitive. Et IDEM, c'est une nouvelle division d'Egeria, lancée il y a 3 ans. L'initiation d'IDEM, c'est que l'équipe, dans certains cas, avait de la misère à trouver les meilleurs produits pour certains besoins. Ils se sont dit, si on ne les trouve pas, on va les faire. Ce sont des produits technologiques comme des horloges adaptées, connectées, intelligents, des piluliers intelligents aussi. Et on a commencé à faire notre famille de produits pour les personnes âgées avec des pertes cognitives, avec une application mobile pour les familles et les professionnels de la santé. À distance, ils peuvent interagir avec les produits. Hi, my name is Fionn Lee Madan. I'm part of the founding team at Fairly AI. We are a governance, risk, and compliance software solution providing quality assurance for AI systems. In today's environment where the technological landscape is moving so fast in the AI space, the regulatory landscape is also moving very fast. We bridge the gap between the technology and the policies, providing quality assurance for AI so that when AI systems goes to production, they can be safe, secure, and compliant. Bonjour, mon nom est Audrey Campbell. Je suis conseillère principale en rémunération chez Normandin Beaudry. Nous sommes une firme de rémunération globale, une firme de consultation dans la rémunération globale. Donc, moi, je suis une experte en rémunération. J'accompagne des organisations pour développer des échelles salariales ou valider la compétitivité de leur salaire sur le marché. Pour une première soumission, l'organisation va quand même devoir réviser les appariements qui sont proposés par l'algorithme. Donc, on pense qu'ils vont gagner probablement, j'estimerais à 70% du temps qu'ils auraient investi à faire cette activité-là par rapport à avant l'apparition de l'algorithme. Par contre, lorsqu'on est à la 2e ou 3e année de participation à l'enquête salariale, on pense que le gain en efficacité, le gain en temps va se rapprocher du 100% parce que l'algorithme est entraîné pour reconnaître les appariements de l'année précédente et suggérer ces appariements-là avec beaucoup de fiabilité, en fait, avec une très grande probabilité de ne pas se tromper sur la suggestion qui est soumise. Moi, c'est Milan Rofast, je suis le cofondateur et le CEO de Self Storage AI. Et moi, c'est Henrik Van der Rohe et je travaille sur toute la partie intelligence artificielle chez Self Storage AI. Donc Self Storage AI, nous, on développe un outil qui s'appelle Space Stacker. C'est un calculateur d'espace d'entreposage en 3D. Donc c'est similaire au jeu Tetris. Et il permet aux gens donc d'identifier de combien de mètres carrés ou de pieds carrés ils ont besoin pour entreposer leur objet. Et vous pouvez même le voir juste derrière nous, juste ici en action. Exactement. Mais la problématique, c'est un petit peu la problématique qu'on connaît sous le nom de problématique du sac à dos, où en fait on vient vraiment essayer de mettre le plus d'objets possible à l'intérieur d'un conteneur. Donc l'idée, c'est de maximiser l'utilisation de l'espace cubique à l'intérieur de n'importe quelle boîte ou n'importe quel
forme rectangulaire où on peut venir rentrer donc, des items dedans. Donc là, on est concentré sur l'entreposage, mais ça peut être appliqué aux conteneurs maritimes, au domaine de la logistique, du supply chain, même à l'intérieur de carton, parce qu'on reçoit un colis Amazon, puis souvent la boîte elle est à moitié vide, donc ça peut servir aussi à ça. Donc, et on recherche un pilote justement dans ces cas d'usage. À l'heure actuelle, donc pour le cas d'usage de l'entreposage, c'est surtout donc, des clients qui sont en ligne et qui veulent réserver une unité pour stocker leurs meubles pendant qu'ils déménagent à l'international ou autre. Donc eux, ils veulent surtout des estimations rapides et pouvoir réserver sans avoir besoin à aller sur place pour prendre des mesures. Et donc dans ces cas-là, on va venir simplifier l'expérience de réservation et optimiser le nombre de réservations de la compagnie. Dans des cas logistiques, on est justement à la recherche de partenaires pour savoir combien justement de frais de livraison on pourrait sauver, faire des économies ou encore même réduire aussi l'empreinte carbone par rapport au fait qu'on a besoin de moins d'aller et vient pour transporter la même quantité d'objets. Pour l'instant, on a des petits features de OCR pour capturer les informations. On s'est principalement concentré sur amener les données, donc aider les utilisateurs à mettre des données dans l'application. Et là, de façon intelligente, on aide chacun à trouver ce qu'il y a d'important, basé sur ce qui se passe au jour le jour. Donc, où l'IA intervient ici? L'important pour la personne âgée, c'est pas l'IA. L'important pour la personne âgée et les familles, c'est un produit qui fonctionne, adapté pour eux, comme l'horloge, comme le pilulier, comme la montre l'année prochaine, des senseurs pour la maison. Mais une fois que tous ces produits-là interagissent ensemble, l'IA behind the scene, en arrière, peut jouer un grand rôle. Un rôle qui va permettre de automatiquement adapter les interfaces usagers, les interfaces utilisateurs de tous les appareils en fonction de la progression de la maladie, en fonction des données qu'on prend au courant de la journée. Donc, des données d'utilisation des médicaments, des données de santé reliées à la montre, données de localisation, est-ce que la personne fait de l'errance, est-ce qu'il y a des chutes, le nombre de pas par jour, est-ce que le four est ouvert, est-ce que le frigo est ouvert, est-ce que l'eau coule. Donc, toutes ces données-là, on va s'en servir pour adapter les interfaces utilisateurs, donner des meilleurs rapports au personnel soignant, aux soins à domicile, à la famille, pour leur dire, voici un rapport de la journée ou un rapport de la semaine. On va faire des commandes vocales sur les applications mobiles pour recommander des messages. Par exemple, s'il y a une vague de chaleur, on veut peut-être suggérer aux proches aidants de dire, avise ton proche c'est important de boire de l'eau. Fait que l'intelligence artificielle peut vraiment aider à suivre la progression de la maladie puis implanter les bonnes actions. So as a compliance company for AI, we definitely use AI ourselves as well. We are actually very pro AI. We just need to make sure everyone wants to use it responsibly. We use AI to actually do predictive and generative analysis. Like for example, we use generative AI to do documentation writing, to help answer questions, to help interpret policies. And then we use predictive AI to do outcome analytics. Nous, on a réalisé dans la conduite de nos enquêtes de rémunération que les organisations devaient mettre beaucoup de temps à consulter la liste des emplois qui existent dans leur enquête salariale, ensuite de faire l'appariement, donc de faire le match entre les emplois qui existent dans leurs organisations et les emplois repères de l'enquête, de façon à soumettre les pratiques salariales qu'ils ont dans leur organisation, que nous, on accumule pour composer une base de données sur les salaires du marché. Donc, on a voulu réfléchir à des façons d'optimiser cette activité-là du côté des participants pour réduire des barrières à l'entrée puis faciliter leur soumission de données à notre enquête salariale. C'est là où on a développé un produit d'IA qui va être intégré à notre site web d'enquête salariale, qui va permettre à l'utilisateur de considérer une liste plus courte d'emplois repères, donc d'emplois disponibles dans l'enquête pour être capable de soumettre ses propres données. Donc, plutôt que de devoir passer à travers la liste de plusieurs centaines d'emplois repères, l'IA va proposer une liste de 4 ou 5 suggestions de façon à accélérer la période de soumission des données. Alors l'IA, elle intervient directement dans le logiciel qui permet d'optimiser l'espace. L'objectif, c'est qu'on a un modèle en arrière qui vient tester énormément de possibilités, de mettre les objets sur différentes façons, différents endroits, différents formats, pour trouver la meilleure optimisation possible dans le container.
C'est sûr qu'il y a un mythe qui l'IA générative va solutionner, tout le monde devrait utiliser l'IA générative. C'est certain que ça a un grand bénéfice pour la société, l'IA générative, mais ça a aussi des risques. Donc, c'est important que dans chaque domaine, on limite l'IA générative à un besoin précis, puis on limite les hallucinations possibles. C'est ce qu'on va faire aussi avec nos chercheurs pour s'assurer qu'on n'utilise pas de l'IA pour utiliser de l'IA, mais que ça soit vraiment au service de l'usager en évitant les hallucinations possibles. En fait, je pense qu'il y a des gens qui voient l'IA comme une menace, alors que moi, je le vois comme une aide à l'exécution de mon travail. Donc, je ne pense pas que ça va couper des emplois ou des opportunités d'emploi, mais ça va transformer la façon qu'on réalise notre emploi ou qu'on réalise notre travail en enlevant peut-être des tâches qui auraient été répétitives ou à faible valeur ajoutée. Donc, de façon à se concentrer sur les activités où l'humain a une plus grande valeur ajoutée. Mon inquiétude par rapport à l'IA, c'est le fait que c'est géré par des humains et je pense qu'on a quand même, avec tous les biais et tout ça qui viennent avec, je pense qu'on n'a pas nécessairement, tout le monde utilise l'IA, mais tout le monde n'a pas l'éducation ou nécessairement les connaissances nécessaires pour gérer l'IA. Et donc, je pense que ça peut être quand même assez dangereux dans les mauvaises applications, dans les mauvaises mains, sans avoir les bonnes personnes qui sont là pour vraiment lever les choses qui ont besoin d'être levées ou de questionner les choses qui ont besoin d'être questionnées. Je pense que c'est trop de pouvoir pour trop de personnes. It is unprecedented that the technology and regulatory landscapes are moving so fast at an unprecedented speed that previous technology like internet, right, did not see. So the idea of having the AI innovation outpacing risk and compliance concerns a lot of people in this space. Having said that, we actually think there's a lot of amazing AI use cases. You just need to make sure that you have proper policies, controls in place, and methodology to monitor them against these policy controls in order to ensure that AI systems deployed in the world is good for everybody that is being touched by these systems. L'inquiétude, je dirais, c'est principalement le fait que tout va très vite et que donc il y a des nouveaux modèles qui sortent en permanence, des nouvelles technologies. Donc il faut être au courant des choses, il faut se tenir informé pour ne pas se laisser dépasser. Donc l'inquiétude n'est pas tant dans le fait de se faire dépasser, mais de bien arriver à s'adapter aux nouvelles solutions qui sortent en temps réel à chaque jour, à chaque semaine. Donc bien s'informer et bien savoir s'adapter en gardant des solutions qui sont quand même assez flexibles et qu'on peut modifier pour ne pas se laisser dépasser. L'environnement change constamment, donc il faut vraiment être à l'affût autant des opportunités que aussi de la compétition aussi, donc de tout ce qui se passe en fait. Autant des technologies qui peuvent améliorer les produits qu'on utilise pour toujours être à l'affût des dernières technologies et proposer le meilleur service à nos clients, mais autant aussi d'un point de vue de suivre un petit peu donc l'environnement d'affaires, savoir qu'est-ce qui se passe, pour faire énormément de veille technologique. De base, il faut en faire, mais encore plus à l'heure actuelle. Moi, mon équipe est internationale. J'ai une équipe de 12 personnes. On est 3-4 à Montréal, puis le reste sont à l'international. Et quand j'embauche pour l'IA, c'est principalement ici à Montréal qu'on retrouve du vraiment bons talents. On a des vraiment belles universités, on a des vraiment beaux programmes avec Mila, Scale AI, ce qui donne qu'on a vraiment du beau talent. Je trouve qu'on est vraiment at the forefront. Ouais. Je crois qu'on a des chercheurs exceptionnels, on a des institutions exceptionnelles à Montréal, avec M. Banjo, avec le Mila, avec Ivado. On a des institutions exceptionnelles. Là où je pense qu'il y a un besoin d'amélioration, c'est les jeunes pousses, les startups. C'est quand même excessivement difficile pour une startup d'à la fois jongler avec l'innovation, construire son équipe et aller chercher du financement. Donc, j'espère qu'il va y avoir des facilités de financement encore plus évidentes pour nos jeunes entrepreneurs pour qu'ils soient capables d'aller au bout de leurs idées. Moi, j'ai la chance de travailler avec Egeria, c'est plus une start-up, c'est déjà rentable, c'est déjà une grosse compagnie. Mais idem, c'est une nouvelle innovation. Puis j'espère d'avoir le soutien de nos gouvernements pour être capable de faire grandir ça puis d'aller à l'international aussi rapidement. So Canada is definitely a leader in development because our government invested early in amazing research institute here in Montreal, Mila, in Toronto, we have Factor Institute, and the resources continue to work whether it's in Canada or they go abroad. So a lot of famous data scientists all have some kind of connection with Canada. Having said that, I think as a country,
adoption to AI has been slow compared to other countries, and there are published statistics and reports that shows that. So my job as a startup co-founder is help these other apply AI solutions to unblock those obstacles, make sure the people who are responsible in procuring and buying their AI applications understand the risk and compliance side of things, and that in fact, this application could be relatively low risk. You don't have to worry about adopting it. Versus, when an application is actually considered high risk, we have the proper tests, proper controls, and monitoring solutions in place to make sure they stay in check. And that's how we can accelerate that adoption of AI safely and securely. Je ne suis pas une experte du positionnement national sur l'intelligence artificielle. Par contre, là où j'exerce ma profession, c'est dans les domaines reliés aux ressources humaines. J'entends qu'on a énormément de talent au Canada. On développe énormément de talent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que les employeurs doivent s'assurer d'offrir des conditions de rémunération et des conditions de rémunération globales attrayantes de façon à attirer, mais aussi fidéliser les talents dans le domaine de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse garder cette richesse-là à l'intérieur de nos frontières. Moi, je dirais que oui. Le Canada, c'est pour moi un leader en intelligence artificielle. On le voit avec l'ensemble des ressources auxquelles on a accès, même en tant que start-up, notamment avec le Mila qui est pas loin de nos bureaux. On a été accompagné pendant un petit moment par un homme qui fait de la recherche là-bas et qui nous a beaucoup aidé dans le développement de nos algorithmes. Et on le voit au niveau des subventions, on le voit au niveau d'ensemble d'événements comme aujourd'hui à All In et de l'attraction qu'il y a autour des startups et des technologies. Donc je dirais que l'IA, c'est un leader en intelligence artificielle. Le Canada, c'est un leader en intelligence artificielle pour toutes ces raisons-là.